nous avons une information de dernière minute incroyable. Nous avons des images filmées avec un téléphone portable. Depuis des décennies, touristes et gardes du National Trust à la Chaussée des Géants murmurent à propos d'une section de la falaise basaltique qui s'ouvre et se ferme toute seule. Une porte de pierre qu'aucun géologue n'explique et qu'aucun organisme officiel ne reconnaît. La semaine dernière, un ancien archéologue de terrain irlandais, Kieran O'Rea, s'est approché seul de cette falaise, une perceuse à la main, et a fait ce que personne n'avait été autorisé à faire sur ce site depuis 60 ans. Il n'a pas franchi la porte. Il en a fait le tour. Et ce que sa caméra a capturé à 12 mètres, c'est la partie qu'il ne voulait absolument pas voir diffusée. Une fois vue, impossible de l'oublier. Voilà ce qu'il a découvert, l'homme derrière la perceuse. La Chaussée des Géants, sur la côte d'Irlande du Nord, est l'un des sites naturels les plus remarquables du Royaume-Uni. Ses falaises abruptes et ses baies profondes en font un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Chaussée des Géants se dresse sur la côte nord d'Antrim depuis 60 millions d'années. 40 colonnes de basalte imbriquées, s'élevant et s'abaissant en un motif étagé, qui a été étudié, photographié et parcouru par des millions de visiteurs. Les géologues savent exactement comment il s'est formé. La lave s'est refroidie, contractée, puis fissurée en hexagone. Le constat scientifique est sans appel, aucune chambre cachée ne figure dans les archives officielles. Personne n'a jamais pu vérifier la présence de quoi que ce soit à l'intérieur de cette roche. Regardez, regardez! C'est ce qui rend les agissements d'Ora la semaine dernière si difficiles à ignorer. Il prétend être un ancien archéologue de terrain. D'après ses propres dires, il a passé des années à réaliser des levées topographiques et des analyses structurales à travers l'Irlande avant de se retirer complètement du domaine. Il n'était pas connu pour ses spéculations. Il ne publiait pas de théories marginales et n'a participé à aucune enquête officielle sur la porte de pierre mobile puisqu'il n'y en avait pas. Il n'existait que des images éparses de courts extraits des enregistrements téléphoniques tremblants échangés entre chercheurs et passionnés qui, depuis des mois, partageaient discrètement des preuves. La plupart furent rejetés presque immédiatement et pour des raisons compréhensibles, les formations basaltiques ne s'ouvrent pas. Elles se fracturent, elles s'effondrent, elles subissent les effets de l'érosion au fil des milliers d'années. Leurs mouvements ne sont pas nets. Elles ne se rétractent pas. Ils ne révèlent certainement pas d'espace caché derrière, eux sans laisser de traces. Mais lorsqu'Oria a visionné les images, il ne s'est pas concentré sur le mouvement. Il s'est concentré sur ce qui se trouvait après le bord. Non pas le mouvement lui-même, mais la limite où il s'était produit. Quelque chose le troublait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer sur le moment. C'était trop propre, trop uniforme. Tout déplacement de basalte naturel ou non aurait dû laisser des micro-fractures, dire de la poussière, des traces de déplacement. Au minimum, une ligne de joint visible à l'endroit où une pierre s'était séparée d'une autre. Il n'y avait rien. Pas d'arête qui s'effrite, pas de débris au sol, aucune déformation de la roche environnante. Juste un déplacement net, contrôlé et précis, comme si la pierre avait été conçue pour bouger ainsi. Il repassa la vidéo en boucle. Il l'a mis en pause. Il zooma jusqu'à ce que les pixels se brouillent, et plus il observait l'arête, plus cela l'inquiétait, car un mot se formait dans sa tête, un mot qu'il ne voulait pas prononcer à voix haute. Ni mouvement, ni fracture, ni même anomalie, ni mécanisme. Et c'était cette pensée qu'il ne pouvait plus oublier. Il n'en parla à personne. Les rochers sur la rive, ils sont tous hexagonaux. C'est comme escalader une ruche géante. On a l'impression qu'un tremblement de terre a soulevé des plaques tectoniques il y a des centaines d'années. Il n'a contacté aucune université. Il n'a demandé aucun permis. Il n'a averti aucun des services géologiques opérant dans la région. Il est arrivé seul sur les lieux sans documents, sans équipe et sans aucune intention d'attirer l'attention sur ses activités. Son matériel n'avait rien d'inhabituel. En revanche, son utilisation l'était. Au cœur de son dispositif se trouvait un marteau perforateur LTT et 70, un système de forage professionnel conçu pour les maçonneries épaisses et les pierres armées.
Il était équipé d'un trépan à maçonnerie de 40 mm à point de carbure, prolongé par une série de raccords, lui permettant d'atteindre une profondeur importante sans élargir le point d'entrée. L'ensemble du dispositif était conçu dans un seul but, percer la roche dense en perturbant le moins possible la surface. Mais la foreuse n'était pas l'élément clé, c'était l'emplacement. Et c'est là le Hic Ora n'a pas tenté de percer la paroi visible de la falaise où le mouvement signalé s'était produit. Cela aurait été trop évident, trop risqué. Le basalte de cette épaisseur résisterait à une pénétration directe pendant des heures, voire des jours, et toute percée risquerait de déstabiliser la structure environnante. Il chercha donc ailleurs les faiblesses de la roche. Le basalte ne se forme pas comme une masse uniforme. En refroidissant, la lave se contracte. Cette contraction crée des couches de densité variables, des contraintes internes différentes des poches où la pierre est légèrement moins résistante que la roche environnante. Ces différences sont invisibles en surface, mais pour quelqu'un qui sait lire l'orientation des grains, l'alignement des fractures et la direction du flux thermique, on peut les déduire. Il y consacra des heures. Pas de scanner numérique, pas de radar à pénétration de sol, juste ses paumes posées sur la roche. Il traça les variations subtiles de la pierre, de légers changements de texture, de petites différences de coloration, des modifications presque imperceptibles de la réflexion de la lumière à la surface selon l'angle. Sur une petite zone d'environ 2 mètres de large et à peine 1 mètre de haut, la roche ne ressemblait pas aux colonnes environnantes. Elle semblait plus fine, moins résistante, comme quelque chose qu'il n'aurait pas dû trouver. Il a installé la perceuse, ajusté l'angle, et avant que l'histoire ne prenne une tournure inattendue, abonnez-vous car les 60 prochaines secondes révèlent que le récit officiel de la chaussée des géants est désormais caduc. Les images que vous allez voir sont inédites. Restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi. Le forêt était en place. Son doigt était sur la gâchette. Dès que le forêt a traversé la première couche, il s'est comporté exactement comme prévu, dense et inflexible. La résistance a exercé une force constante et prévisible sur l'outil, et les vibrations étaient une caractéristique d'une roche volcanique solide. Aucune cavité, aucune fracture, aucune anomalie. La poussière expulsée du forage correspondait aux fines particules sombres typiques du basalte sous contrainte. Il a continué lentement, méthodiquement, compensant l'échauffement du forêt à mesure qu'il progressait dans la roche. Et tenez-vous bien, les minutes ont passé, puis encore plus. Rien n'a changé jusqu'à ce que le changement fut brutal. Aucun signe avant-coureur, aucune diminution de la résistance, aucun changement dans le rythme de la perceuse. Un instant, le forêt perçait la roche. L'instant d'après, plus rien. La résistance disparut. L'effort nécessaire pour faire avancer la perceuse s'évanouit si soudainement que le forêt avança de plusieurs centimètres avant qu'il ne puisse réagir. Les vibrations dans les poignées passèrent d'un tiasset, d'un grincement dense à un silence absolu. Un vide abyssal. Son doigt relâcha la gâchette. Le moteur ralentit et pendant un instant plus rien. Aucun bruit de machine, aucun souffle de vent, aucun bruit provenant de la paroi rocheuse. Il n'y avait plus que sa respiration et le poilier de la foreuse qui pesait toujours contre la falaise. Il ne bougea pas. Il se pencha. Il tourna la tête de sorte que son oreille soit presque collée au trou de forage. Et il écouta. Aucun flux d'air, aucun écho, aucun mouvement perceptible à l'intérieur. Ce qui se trouvait de l'autre côté de cette roche ne communiquait pas avec l'extérieur. C'était scellé contenu, jusqu'à cet instant complètement caché du monde de la surface. Il faut comprendre ce que cela signifie en termes géologiques. Il pratiquait ce métier depuis suffisamment longtemps pour savoir ce que l'on ressent lorsqu'on atteint une cavité naturelle dans du basalte. La plupart des cavités naturelles dans la lave refroidie sont petites, de l'ordre d'1 centimètre de diamètre tout au plus, formées par des bulles de gaz emprisonnées lors du refroidissement ou par l'érosion lente d'inclusions minérales plus tendres sur des millions d'années. Lorsqu'un forêt en perce une, la résistance revient en quelques centimètres seulement lorsque le trépan pénètre à nouveau dans la roche solide de l'autre côté.
C'est le comportement normal. C'est ce que décrivent tous les manuels de fouilles. Or, cela ne s'était pas produit. Le trépan continuait de se déplacer librement. L'espace derrière la roche n'était pas une bulle. Il était plus grand, bien plus grande. Imaginez un peu ce que cela signifie. Une cavité à l'intérieur d'une roche volcanique vieille de 60 millions d'années qui ne s'est formée selon aucun processus décrit dans les manuels scolaires. Un espace dont les archives géologiques affirment qu'il ne peut exister. Et pourtant, il est là sous nos yeux, à 1 mètre derrière une portion de falaise que des millions de touristes ont longée sans jamais se douter qu'elle était creuse. Il appuya sa paume à plat contre la paroi. Il la laissa reposer là. Puis, il retira lentement la perceuse, juste assez pour confirmer ce qui s'était passé. Il n'y a eu ni coulée de débris, ni effondrement, ni fracture secondaire, juste une transition nette du basalte solide au néant. Un vide là où il n'aurait pas dû y en avoir. Et à ce moment précis, avant même d'y envoyer une caméra, il prit une décision. Quoi qu'il y ait de l'autre côté de ce rocher, il n'irait pas le chercher lui-même. Il a introduit un engin chenillé par l'ouverture. Petit discret avec un boîtier étanche, des roues à chenilles et une caméra frontale avec éclairage LED. Le type d'équipement utilisé dans la mine effondré. Inspection et relevé de canalisation adaptés pour un dégagement plus réduit. Il s'est positionné à l'extérieur du rocher, a laissé la caméra se stabiliser et a lancé l'enregistrement. Pendant les 30 premières secondes, il n'y avait rien à voir. Le robot avançait lentement dans l'obscurité, la lentille légèrement embuée par la différence de température entre la paroi rocheuse et l'air ambiant. Horia ajusta la luminosité manuellement. Il ouvrit le diaphragme. Il augmenta le contraste à la main jusqu'à ce que les surfaces intérieures commencent à se distinguer. Les premiers mètres étaient conformes aux attentes des parois rugueuses de la pierre sombre, la texture caractéristique du basalte qui refroidit de façon irrégulière. Mais voici ce qui n'aurait pas dû être là, le sol. Le sol était plat. Pas à peu près plat, pas de cette planéité que l'érosion façonne au fil des millénaires. Plat d'une manière qui suggérait une intention, une surface posée modelée, travaillée à une époque lointaine. Et tenez-vous bien, la texture du sol ne correspondait pas à celle des murs. Les murs étaient en pierre volcanique brute, exactement le genre de texture qu'on trouve à 10 mètres de profondeur dans un forage récent. Le sol, lui, était différent, plus lisse, plus sombre, presque poli par endroits, là où les projecteurs du robot l'éclairaient, sous le bon angle. Il maintint l'engin en mouvement. Le couloir s'étendait au-delà de la portée de la lumière. À environ 12 mètres de profondeur, quelque chose est apparu. 12 mètres, c'est le chiffre à retenir. 12 mètres, c'est à ce moment-là que le flux vidéo a changé. 12 mètres, c'est le point où toutes les suppositions d'Ara sur ce qu'il observait ont cessé d'être valables. Des formes suspendues, c'est la meilleure description qu'on puisse en donner d'après les images. Des formes pendaient du plafond réparties sur la partie supérieure de la cavité à intervalles réguliers, presque mesurés. L'éclairage du robot d'exploration n'était pas assez puissant pour les illuminer complètement. Et voici ce qui est incohérent. La surface des formes semble absorber la lumière plutôt que de la réfléchir. Le basalte ne fait pas cela. La pierre réfléchit. Ces formes non. Elles apparaissaient comme des masses sombres, définies davantage par leur contour que par le moindre détail visible. Mais la géométrie était là, répétitive, distincte. La première est apparue légèrement en biais allongé effilé, plus large en haut là où elle touchait le plafond, et plus étroite en bas où elle se terminait par une forme que la caméra ne parvenait pas à distinguer clairement. La forme derrière elle était identique en proportion. Il en allait de même pour celui qui était derrière cela, puis pour un autre, et encore un autre. L'espacement entre elles était uniforme. Pas à peu près uniforme. Elles n'étaient pas dues à l'érosion. Elles n'étaient pas dues au hasard. Quelqu'un les avait placées là. Et quoi qu'elles soient, elles n'étaient pas complètement immobiles. Les variations étaient minimes, presque imperceptibles. Un mouvement qu'on ne remarquerait pas si on ne le cherchait pas. Pourtant, d'une image à l'autre, les contours ne restaient pas parfaitement fixes.
Il y avait une légère dérive, un balancement à peine perceptible, comme si quelque chose derrière ou au-dessus d'eux produisait un infime courant d'air, ce qui était absurde, puisque l'espace était clos. La créature rampante passa sous la dernière des formes suspendues. Le plafond se dégagea un instant. La visibilité s'améliora, puis l'atmosphère s'épaissit. Au début, elle ne se distinguait pas comme une couche ou une limite distincte. Elle se révéla par interférence. La lumière de l'objectif du robot se diffusa plus intensément, se propageant vers l'extérieur en un léger voile. Les contours s'estompèrent, le contraste diminua. La profondeur de champ devint plus difficile à évaluer. De l'humidité était en suspension dans l'air, pas assez lourd pour goûter. Pas encore, mais suffisamment dense pour fausser la perception des distances par la caméra. Le sol commença à se déformer. La surface s'assombrit par endroits, absorbant davantage de lumière que la pierre environnante. Les traces de la créature rampante commencèrent à laisser de faibles empreintes à mesure qu'elle avançait, comprimant une fine couche d'une substance plus tendre que la roche. De petites flaques d'eau apparurent dans les creux. De fines couches irrégulières de liquide sombre captaient de la lumière du robot en motifs brisés et fracturés. Les reflets n'étaient pas nets, mais déformés légèrement ondulés. Même lorsque le robot était immobile, le liquide était en mouvement, la surface sous-jacente instable, ou les deux. Oria ralentit le robot. La caméra plongea pour examiner le sol. Il n'y avait pas de direction d'écoulement claire, aucune source visible alimentant ces flaques. Le liquide semblait s'accumuler dans de légères dépressions maintenues en place par la surface irrégulière. Sa couleur était difficile à définir, sombre, presque noire, sous la lumière directe. Mais en changeant d'angle, de subtiles variations apparaissaient. Des tons qui se détachaient légèrement du basalte environnant, ce qui suggérait qu'il ne s'agissait pas simplement d'eau stagnante sur la pierre. Il fit avancer à nouveau le robot avec précaution. Les chenilles conservaient une bonne adhérence, mais pas parfaite. Il y avait un léger délai entre son action et la réaction. Un léger dérapage, puis l'éclat. Ce fut rapide. Une explosion de lumière plus intense que les LED du robot. Pas de façon spectaculaire, mais suffisamment pour se détacher sur l'éclairage par ailleurs contrôlé. La lueur est apparue au loin, juste hors du champ de vision. Une brève augmentation de luminosité, due à la réflexion de l'humidité ambiante, a créé un halo fugace sur l'objectif. Puis elle a disparu. Aucune source, aucune trace. Voici ce qu'il a vérifié en premier. Il a vérifié son propre matériel. Il a vérifié le boîtier de la LED pour un court-circuit. Il a vérifié le firmware de la caméra pour une éventuelle anomalie du capteur. Il a vérifié l'horodatage du flux vidéo pour un éventuel problème de transmission. Rien. Le halo ne venait pas de son côté. Il provenait de l'intérieur du couloir et n'a duré qu'un quart de seconde. Il l'a observé encore, puis une troisième fois. C'était bien réel, et rien dans cet espace clos n'aurait dû pouvoir le produire. Les lignes dans la pierre, la caméra s'inclina vers le haut, et c'est alors qu'il les vit. Des structures linéaires enchâssées dans le plafond, non pas saillantes, ni suspendues comme les formes qui se trouvaient derrière lui, mais intégrées, courant horizontalement à travers l'espace et traversant le plafond à intervalles réguliers. Elles ressemblaient à des poutres discrètes, partiellement dissimulées par la roche environnante, mais suffisamment distinctes pour rompre la continuité naturelle du basalte. Voici ce qui le glaça d'effroi. Elle ne suivait pas les lignes de fracture organique que la pierre volcanique produit toujours. Elle les coupait, conservant des lignes droites, là où la roche elle-même se courberait, se plierait ou se briserait normalement. Un renforcement, ou du moins quelque chose qui se comportait exactement comme tel. Et c'est là que cela devient plus grave. L'espacement était constant. Mesurer chaque structure positionnée à des intervalles qui reflétaient le motif des formes suspendues plus tôt dans le couloir. L'implication était difficile à ignorer. Les deux étaient liés. Ce qui soutenait ces formes, ce à quoi elles étaient attachées,
s'étendait à travers le plafond lui-même. Le couloir n'était pas un élément unique avec des décorations isolées. C'était un système. Imaginez ce que cela signifie. Une structure répétitive et coordonnée à l'intérieur d'une roche censée avoir 60 millions d'années, dans un pays où les plus anciennes constructions humaines attestées remontent à environ 501. Les calculs ne collent pas. La géologie non plus. Le robot continuait d'avancer. L'air s'alourdissait. De la condensation se formait sur la lentille. De fines gouttelettes se sont formées et ont fusionné en de plus grandes distorsions qui se déplaçaient à chaque mouvement. La qualité de l'image s'est dégradée, obligeant Aura à privilégier le mouvement et la forme plutôt que les détails fins. Et puis il l'entendit, ou plutôt le microphone l'entendit. Sous le sifflement de l'air ambiant, le léger grésillement mécanique des rails. Le bourdonnement sourd propre à tout espace clos. Il y avait autre chose. Pas un son à proprement parler, une pression, une variation de la fréquence ambiante que le microphone capta à peine. Cela se traduisit par une légère compression du signal audio. Le genre d'artefact qu'on attribue habituellement au bruit d'encodage. Mais lorsqu'il isola la bande de fréquence et la mit en boucle, la même compression apparaissait au même moment à chaque fois de façon constante, répétable et non aléatoire. Le genre de choses qu'on ne peut plus ignorer après l'avoir écouté une dizaine de fois. Il mit l'appareil en pause, maintint la position et attendit. Rien ne se passa. L'espace devant lui demeura sombre, inchangé. Il parcourut les images en temps réel, isolant celles où l'éclair était apparu. Il était là constant sur plusieurs images. Ce n'était ni un bug, ni un reflet du vaisseau lui-même. Quelque chose d'extérieur, quelque chose à l'intérieur de l'espace. Il reprit sa route. Lentement, le sol s'assouplit davantage. Les chenilles commencèrent à peiner sans pour autant s'effondrer, mais en forçant pour maintenir leur progression. La surface sous la fine couche d'eau cédait légèrement sous la pression, réduisant l'adhérence à chaque mouvement. L'eau stagnante s'intensifia légèrement, mais suffisamment pour que cela ait une incidence. Le robot s'enfonça légèrement par endroits. Une chenille perdit momentanément de l'adhérence avant de se redresser. Le signal se dégrada à nouveau, cette fois de façon plus marquée. Des parasites apparurent sur l'écran. L'image se distordit, puis se stabilisa, puis se distordit de nouveau. Plus le robot avançait, plus la stabilité devenait instable. Il le poussa à environ 20 mètres de profondeur. C'est là qu'il s'arrêta. Contraint et forcé, le robot perdit de l'adhérence. Le sol ne pouvait plus supporter une progression régulière. La chenille patina, déplaçant la couche superficielle sans gagner de distance. Au même moment, les interférences du signal augmentèrent, devenant suffisamment fréquentes pour risquer de couper complètement la transmission. Il maintint brièvement sa position, tenta de légères corrections. Rien n'y fit. Il essaya de faire marche arrière une fraction de seconde pour interrompre le dérapage, puis de réengager la marche avant. Rien n'y fit. L'adhérence avait disparu. Le signal se détériorait à chaque seconde qui passait. Chaque minute supplémentaire que passait l'unité la rapprochait de sa perte définitive. Et à cet instant précis, avec seulement 20 mètres de couloir entre lui et le seul équipement capable de voir ce qui se trouvait à l'intérieur, rien ne garantissait que le robot d'intervention reviendrait. Pour sortir, il le retira lentement, prudemment, en suivant le même chemin. C'est là que ça devient inquiétant. La créature était restée à l'intérieur moins de 15 minutes. La cavité était étanche. Il n'y avait aucune circulation d'air, aucune influence extérieure. Rien n'aurait dû changer dans cet espace, entre le moment où l'unité y est entrée et celui où elle en est ressortie. Mais quelque chose avait changé. L'humidité en suspension continuait de déformer l'image, mais la structure restait visible, tandis que le robot s'éloignait. Les lignes du plafond, incrustées dans le sol, passèrent à nouveau au-dessus de nos têtes. Le sol plus sombre laissa place à une surface plus ferme et plus stable près du point d'entrée. Puis les formes suspendues réapparurent toujours inchangées, mais là encore pas tout à fait.
Les mêmes incohérences subtiles, les mêmes décalages, à peine perceptibles, comme si leur position n'était pas entièrement fixe, comme si elles avaient légèrement bougé pendant que le robot s'enfonçait plus profondément avant de reprendre leur place à son retour. L'analyse image par image allait confirmer plus tard ce qu'Oria soupçonnait en temps réel. Deux des formes en particulier n'étaient plus exactement à la même position qu'au moment du premier passage du robot en dessous. Le déplacement était minime de l'ordre du centimètre, peut-être moins, mais il était bien présent. Le robot passa en dessous, puis continua sa route jusqu'à ce que l'étroite ouverture apparaisse. Une faible lumière extérieure indirecte filtrait à travers le cadre, tandis que l'unité s'approchait du point d'entrée. Puis, elle ressortit à l'air libre. Aura ne réinséra pas le robot. Il ne tenta pas de second passage. Il retira l'équipement. Il a scellé l'ouverture non pas définitivement, mais avec une telle propreté que de l'extérieur rien ne laissait présager une intervention. Aucune fissure, aucun débris, aucune trace de forage. La paroi rocheuse semblait intacte, comme si le point d'entrée n'avait jamais existé. Et la porte de pierre, celle qui avait tout déclenché, n'a plus jamais été vue s'ouvrir depuis. Aucun mouvement. Aucune autre apparition, rien. Ce qui avait attiré Oria sur les lieux est resté parfaitement immobile, comme si ce qui se trouvait à l'intérieur savait qu'il avait été vu. Qu'y a-t-il encore là-dedans? Si la cavité à laquelle Aura a accédé est parallèle à cette portion de falaise, si ce qu'il a découvert se trouve à proximité de la structure déjà observée par les touristes et les gardes forestiers, alors ce qui se cache derrière cette porte de pierre n'est pas vide. Ce n'est pas un creux. Ce n'est pas un vide naturel formé uniquement par des processus géologiques. C'est structuré, intentionnel et complètement dissimulé dans une roche volcanique vieille de 60 millions d'années. Il n'existe aucun document officiel attestant du forage, aucune documentation, aucune publication, aucune reconnaissance institutionnelle de l'existence d'un tel espace. Le site se trouve dans une zone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui signifie que toute investigation formelle nécessiterait des années d'autorisation et d'approbation de comités avant même qu'un seul forage puisse être effectué. Aura a procédé ainsi car c'était la seule façon possible. Mais la vidéo n'est pas restée confidentielle. Deux géologues, qualifiés l'un d'une université de Belfast, l'autre d'un organisme de topographie dont Aura refuse de divulguer le nom, ont visionné discrètement l'enregistrement. Aucun des deux n'a accepté de le commenter. L'un d'eux aurait visionné la séquence de 12 mètres à 3 reprises, puis demandé à consulter les rapports de forage originaux. Il ne s'est pas enquis de leur authenticité, mais a demandé jusqu'où Aura avait documenté la résistance du trépan avant la percée. Il voulait les données. Il ne cherchait pas à réfuter la vidéo, mais à la comprendre. L'autre expert s'est contenté de dire une chose avant de quitter la pièce. Ce qui était affiché à l'écran ne pouvait être divulgué publiquement et ne le serait pas. Il aurait depuis lors refusé tout contact ultérieur. Quoi qu'ils aient vu cela, les a suffisamment bouleversés pour qu'ils gardent le silence. Aura a fait preuve de prudence dans sa description du contenu de la vidéo, mesurée avec précision. Il ne spéculait pas au-delà de ce qu'il pouvait vérifier. Il n'a jamais qualifié cela de naturel. Il y avait quelque chose là-dedans, quelque chose qui n'aurait pas dû être. La falaise est scellée. La porte est silencieuse. Ce couloir n'est ni vérifié, ni documenté, ni accessible à quiconque emprunterait la voie officielle. Il se situe à 12 mètres au-delà de la paroi rocheuse, suspendu dans un espace dont l'existence est contestée par les archives géologiques. Quelque chose plane encore dans l'ombre, toujours en attente, et pas tout à fait immobile. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes le genre de spectateur pour lequel cette chaîne a été créée. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez qu'Ara a vu à 12 mètres de profondeur. Était-ce artificiel? Était-ce vivant? Était-ce quelque chose de plus ancien que la roche environnante? Nous lisons tous les commentaires et les meilleures théories sont mises en avant.
Abonnez-vous avant de partir pour être notifié ou notifié dès la publication de la prochaine théorie.